Merci d'être venus aussi nombreux. Donc Johanna Lévesque, je travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, avec principalement Barbara Tillman et Anne Caclin, une sous-équipe à l'intérieur de ce grand centre de recherche sur le cerveau, et on s'intéresse depuis quelques années à la musique. Alors voilà ce que je vous propose de présenter ce soir, c'est répondre à des questions que j'imagine vous posez peut-être et qui ont peut-être motivé votre venue ce soir. Qu'est-ce que la musique? Suis-je la musique? Est-ce pour cela qu'on chante faux? Que se passe-t-il dans le cerveau de la musique? Est-ce que c'est génétique? Et est-ce qu'il existe des traitements? Si après cet exposé, il reste des questions que je n'ai pas adressées, on pourra en discuter ensemble. Et puis aussi peut-être dans la salle parmi vous, il y a des professionnels qui travaillent avec la musique. Et je suis intéressée d'avoir toutes sortes de retours et différents types d'expertise pour discuter de ce que vous venez d'entendre. Nous sommes dans une société où être musicien peut sembler réservé à une élite. Maîtriser un instrument, on se dit que ça demande 10-12 ans de travail assidu dans un conservatoire, et donc c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Chanter, c'est réservé à ceux qui ont un don particulier peut-être. On les regarde à la télévision le samedi soir, on va les écouter à l'opéra. Donc voilà, est-ce que la musique est réservée à une élite? Eh bien fondamentalement non. Nous sommes tous quelque part des experts du système musical de notre culture. Le nouveau-né, à la naissance, est déjà a déjà une inclinaison vers la musique naturelle. Et dans les premiers mois, les premières années de sa vie, il va apprendre, par simple exposition, comment fonctionne le système musical de la culture dans laquelle il est né. Donc ça s'appelle l'enculturation tonale, petit à petit. Par simple imprégnation, il acquiert des connaissances implicites sur le système musical. Donc peut-être parmi vous, il y en a qui n'ont jamais fait de solfège, et vous vous dites que vous ne connaissez pas grand-chose à la théorie de la musique. Et bien pourtant, vous êtes quand même capable, par exemple, de reconnaître une mélodie tonale, une mélodie atonale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, une mélodie tonale? C'est une mélodie qui respecte un ensemble de règles, d'organisation des notes, de relations entre notes, qui gouvernent la musique classique et puis pop, rock et la plupart des musiques qu'on écoute actuellement encore. Donc, sans avoir pris de cours théoriques de solfège, vous savez dire si une mélodie est tonale ou atonale pour la grande majorité d'entre vous. Donc on peut essayer pour voir. Je vous fais écouter une petite mélodie et vous dites si vous pensez qu'elle est tonale ou atonale. Qu'est-ce que vous en pensez? Atonale. Donc voilà. Sans avoir de connaissance de comment est construit le système musical et quelles notes font partie de cette tonalité, vous avez quand même pu juger que ça ne respectait pas cet ensemble de règles. On sait aussi reconnaître un accord dissonant. On s'attend au son qui va suivre, même sans connaître la musique. Donc là, je vous fais écouter une petite mélodie qui va s'arrêter brusquement et votre cerveau va être capable de prédire quel est le son qui manque. Oui, exactement. Super. Donc, faire ça signifie que vous avez pu analyser la syntaxe de cette phrase musicale. Il y a des relations complexes entre les notes. La syntaxe de cette phrase est construite avec une tonique, etc. Donc il y a toute une théorie musicale qui explique comment votre cerveau a pu deviner quelle était la note manquante sans avoir jamais entendu cet air. Et pourtant, vous l'avez fait. Donc vous avez des connaissances implicites sur le système musical. Vous êtes aussi capable de juger de la meilleure note à la fin d'une séquence. Donc si je vous en avais proposé plusieurs, vous auriez pu dire celle-là c'est vraiment la note que j'aurais dite, celle que vous avez chantée. Celle-là c'était moyen, ça aurait pu passer, mais c'est pas la meilleure. Et celle-là vraiment non, c'était pas une fin de séquence. Et ça témoigne vraiment d'une compréhension de la hiérarchie dans le système tonal entre les notes. Et puis, la capacité de chanter juste s'acquiert implicitement aussi. Alors peut-être pour beaucoup, vous dites non, moi je chante faux, mais des scientifiques ont un peu chiffré
combien de personnes en réalité chantent vraiment faux. Et il y aurait seulement 10 à 15% de la population qui chante faux sur une chanson simple comme Joyeux anniversaire ou Au clair de la lune. Donc 90% de la salle ici est capable de chanter tout à fait juste, et même en fait aussi juste qu'un professionnel du chant, la chanson Joyeux anniversaire. Et tout ça, vous l'avez appris sans leçon de chant, implicitement, juste par imprégnation en étant enfant. L'image, ce sont des flûtes en os qui datent de plus de 30 000 ans et qui montrent que la musique est apparue bien avant les conservatoires et qu'elle était répandue dans toutes les civilisations. Actuellement, dans toutes les sociétés qu'on connaît, il y a des traces de musique. Et encore, le chant a dû précéder l'existence de ces instruments. Donc la musique est vraiment une caractéristique humaine universelle. Alors si on est tous un petit peu des experts de notre système musical, qui sont les amusiques? Qu'est-ce que l'amusie? Alors la musique est la perturbation ou la perte des habiletés musicales. Elle peut avoir deux formes. Soit c'est une amusie acquise après une lésion cérébrale, par exemple un accident vasculaire, le plus typique, ou un traumatisme crânien. Ou bien elle existe sans lésion et on l'appelle l'amusie congénitale. Je vais me focaliser sur l'amusie congénitale dans cet exposé, et on pourra rediscuter dans la partie de discussion des amusies acquises. Donc l'amusie congénitale concernerait 2 à 4% de la population. Elle a été décrite en 1878 par Grant Allen, un écrivain. Il décrit un cas. C'est un homme de 30 ans qui avait fait des études, qui n'avait aucune lésion neurologique, mais qui était incapable de discriminer 2 notes, ni reconnaître un air familier, et qui chantait faux. Depuis ce cas, et en particulier depuis les années 2000, il y a tout un ensemble d'études systématiques et avec des protocoles scientifiques en psychologie cognitive et en neurosciences qui se sont intéressés à décrire ce trouble de façon plus précise. Et je vais vous présenter les résultats de ces études dans cet exposé. Alors, revenons à l'amusie congénitale. La définition officielle, c'est un déficit musical qui ne peut pas être expliqué par des lésions cérébrales, ni par une perte auditive, donc ce n'est pas l'oreille en elle-même qui dysfonctionne, ni par un déficit cognitif, ni par un manque de stimulation sociale. Donc quelqu'un qui n'aurait jamais entendu de musique dans son enfance n'est pas vraiment un amusique. Un amusique a été normalement exposé à de la musique. Typiquement, une personne amusique a une compréhension normale de la parole, une bonne reconnaissance des voix et des sons de l'environnement, mais elle a du mal à reconnaître une chanson familière sans les paroles. Elle ne peut pas ou difficilement détecter une fausse note, ni entendre quand quelqu'un chante faux, ni entendre quand elle-même chante faux, et majoritairement elle chante faux elle-même. Alors il y a deux portraits là d'amusique célèbres. Celui de gauche, c'est le président Grant, qui aurait dit « Je connais seulement 2 chansons. L'une, c'est le Yankee Doodle, et l'autre, c'est tout ce qui n'est pas le Yankee Doodle. » Donc vous voyez que la musique pour lui, c'était un magma informe de mélodies qui étaient indistinguables les unes des autres. Et il subissait apparemment les mélodies militaires, les marches, etc. C'était pas du tout un plaisir pour lui, plutôt une corvée. Et l'autre, c'est le Che, qui était très mauvais en rythme et qui avait du mal à reconnaître les danses. Donc il savait danser le tango, mais il ne savait pas reconnaître la musique d'un tango. Et on raconte que dans une soirée où on dansait, il aurait demandé à un camarade de lui indiquer quand il y avait un tango, en faisant un geste, j'ai oublié le geste, peut-être se gratter la tête, ou un geste un peu banal. Et le collègue a commis le geste sans faire exprès, en oubliant le code. Et il aurait emmené sa cavalière dans un tango effréné alors que toute la salle ne dansait pas du tout le tango. Si c'est une bonne cavalière, elle se laisse faire. Suis-je amusique? Si
si vous vous êtes reconnu dans la description que je viens de faire, il faut que vous passiez une batterie de tests internationale qui est maintenant standardisée. Tous les scientifiques à travers les pays utilisent cet ensemble de tests, le MBEA, qui vient d'être publié maintenant en version enfant depuis l'année dernière. Les sous-tests sont construits principalement sur une tâche de comparaison de mélodie. Donc la personne entend une première courte mélodie, puis une deuxième courte mélodie, et on lui demande si les deux mélodies sont identiques ou différentes. Et typiquement, il y a une note qui change dans la deuxième mélodie. Dans le premier sous-test, la note qui change sort carrément de la tonalité, qui est assez facile. Dans le deuxième sous-test, il y a un changement de contour mélodique. Donc il y a un intervalle qui, au lieu de descendre, va monter, ou le contraire. J'ai mis un exemple, comme ça vous voyez si vous arrivez à le faire ou pas. Alors, première mélodie, petit silence, deuxième mélodie, vous devez dire si elles sont identiques ou différentes. Je ne vous fais pas lever la main, c'est différentes. Le troisième sous-test, il n'y a plus de changement de contour, mais il y a un changement dans la taille d'intervalle. Donc c'est plus subtil. Le quatrième sous-test, il y a un changement rythmique, il y a une note décalée. Dans le sous-test métrique, il s'agit de dire si la mélodie qu'on entend est une valse ou une marche. Et on explique d'abord à la personne comment elle peut battre les temps, et ensuite on lui demande de faire la tâche. Et le dernier sous-test, c'est un sous-test de mémoire implicite. On lui fait écouter une mélodie et on lui demande s'il a entendu cette mélodie parmi toutes les mélodies présentées dans la séance de test. Donc, est-ce qu'il a encodé involontairement cette mélodie pendant la session? Les trois sous-tests les plus importants, les plus diagnostiques, sont les trois premiers, puisqu'ils touchent au cœur de la musique. La musique est en effet une difficulté principalement à traiter la hauteur des sons. Une question qui intéresse les scientifiques en ce moment, et particulièrement mon équipe, c'est de savoir si finalement le cœur de la musique, c'est une difficulté de discriminer les notes, donc entendre la différence entre deux notes, ou une difficulté de mémoire. L'un pourrait causer l'autre, et on ne sait pas dans quel sens ça va. Alors en général, on fait un deuxième test, un test de discrimination des hauteurs, à partir duquel on calcule le seuil, donc la limite à partir de laquelle la personne n'entend plus la différence entre deux sons très proches au niveau de leur fréquence. Donc on présente 5 bips et on demande à la personne si le quatrième bip était différent des autres ou pas. Et ce bip est décalé en hauteur de façon plus ou moins subtile. Donc la question c'est, est-ce qu'il y avait un changement parmi cette série de 5 sons? Je vous fais écouter une série. Vous avez entendu un changement ou c'était les 5 mêmes? Facile. Ouais. Je ne vais pas embarrasser quelqu'un, mais si quelqu'un veut se dénoncer. Je vous refais écouter celui-là qui est nettement plus subtil, et là il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas entendu. Bon, les musiciens, vous trichez parce que faire de la musique diminue vraiment le seuil. Et là, voilà le résultat d'une étude scientifique comparant un groupe de contrôle et de la musique. On voit que quand le changement est de 3 demi-tons, il est détecté par tout le monde, les amusiques comme les contrôles. Et puis par contre, un demi-ton, ça commence à être dur pour les amusiques. Vous voyez que le point noir à un demi-ton et un peu plus bas. Et quand on est à un changement d'un quart de ton, là, pour les amusiques, il n'y a plus que 20% de détection correcte. Et là, c'est un demi-ton ou un quart de ton? Je sais, non, là on est en dessous. Là, on est à un quart. Ouais. En fait, c'est même pas un quart de ton, c'est un quart de demi-ton. Donc là, on est au 8e de ton, sur le deuxième exemple. Ouais. Cela montre qu'il y a un déficit
de perception de la hauteur dans la musique, même dans un contexte non musical, parce que là, c'est plus vraiment de la musique, hein, c'est une série de bips. Alors, ce qui nous a intéressé en tant que scientifiques, c'était est-ce que ce déficit de discrimination des hauteurs sonores est la cause de toutes les difficultés, reconnaître les airs, etc. Là, vous voyez une BD de Boulet, où il y a une femme qui a détecté une fausse note jouée par un pianiste, et puis la personne à côté ne comprend pas pourquoi elle rigole, parce qu'elle ne l'a pas entendue. Une situation très classique pour une personne à musique, de se sentir un peu seule en se disant « moi j'entends pas pourquoi les autres rigolent quand il y a eu une fausse note ». Donc la réponse est non. Le déficit de discrimination des hauteurs n'explique pas tout dans la musique, notamment quand on augmente la taille de la fausse note ou la taille du changement dans la mélodie numéro 2 à comparer. Les amusiques peuvent continuer à ne pas l'entendre, même si c'est au-dessus de leur seuil. Donc même si en théorie, ils auraient dû l'entendre parce que c'est au-dessus de ce qu'ils peuvent discriminer, au sein de la phrase, ils peuvent ne pas l'entendre. Donc on s'aperçoit que comparer deux notes n'est pas comparer deux phrases musicales. Et ça, c'est très intéressant pour nous, pour étudier les processus de mémoire musicale. En plus, on a découvert qu'il existe finalement des amusiques qui ont un très bon seuil de discrimination. Donc ils peuvent entendre ce quart de demi-ton qu'on utilise dans les tests, mais ils sont handicapés pour retenir un air, pour comparer deux séquences musicales, etc. Donc il y a une composante mémoire qui est très importante aussi. Alors quel est le rapport des amusiques à la musique ? Il y a eu deux types de méthodes qui ont été utilisées par des équipes scientifiques. La première, c'est tout simplement le questionnaire. La deuxième est plus originale, c'est experience sampling. On envoie des textos à des personnes à musique pendant la journée, plusieurs fois par jour, et elles doivent, chaque fois qu'elles reçoivent un texto, remplir un questionnaire. Comme ça, on est proche de leur expérience quotidienne. Et donc, chaque fois qu'elles reçoivent le texto, elles doivent dire si elles sont en train d'écouter de la musique, qu'est-ce que c'est comme musique, est-ce qu'elles ressentent une émotion, est-ce qu'elles aiment cette musique, est-ce que c'est elles qui ont choisi cette musique-là ou est-ce qu'elle est subie. Donc, comme ça, on peut étudier leur expérience musicale vraiment au quotidien. Ce qui ressort, c'est que plus de la moitié des amusiques n'aiment pas la musique. Dans les cas extrêmes, ils disent que c'est carrément du bruit. Ils ont une fréquence plus basse d'écoute de la musique, c'est lié, et moins d'émotions évoquées. Alors, regardons plus en détail cette question du plaisir de l'écoute musicale. On s'aperçoit qu'avec un même niveau de déficit de perception, donc avec un même score dans la batterie de tests musicaux, chez certains, il y a une présence d'émotions musicales, et chez d'autres, pas du tout, avec carrément évitement de la musique ou un rapport très négatif. Donc ça, c'est curieux, et ça fait poser des questions aux chercheurs sur quoi repose le plaisir musical chez ces personnes, puisqu'elles ne sont pas capables de faire les analyses de la musique qui, normalement, sont à la source du plaisir musical, notamment prédire ce qui va arriver dans la suite de la musique et sentir les moments de tension et de relaxation dans la musique. Ces personnes-là ne sont pas capables de le faire, donc sur quoi repose leur plaisir musical pour celles qui en ont. Alors une piste, c'est les timbres des différents instruments, mais il y a quelques études qui semblent dire que finalement le traitement des timbres ne marche pas très bien non plus dans la musique. Donc là, ça demande plus d'études, mais ça ne semble pas une bonne piste. Sinon, peut-être qu'il y a un traitement implicite qui est préservé. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, mais ça semble une bonne piste d'explication sur pourquoi les émotions peuvent être préservées. Peut-être que le cerveau d'une personne à musique est quand même capable de traiter une bonne partie de l'information, mais quand on lui demande de répondre à la question, d'appuyer sur un bouton pour dire quand il a entendu une fausse note, là il n'est pas capable de le faire. Donc il y aura un traitement qui n'est pas complet, un début de traitement de la musique qui n'est pas assez abouti pour arriver à faire des tests musicaux. Ou alors, peut-être que c'est le rythme qui peut procurer du plaisir et des émotions musicales à ces personnes. Ça, c'est possible à examiner.
Pour l'anecdote, il existe des personnes qui ont une anédonie musicale. Donc vous devinez ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de plaisir musical, tout en n'étant pas à musique. Donc ils ont des très bons scores aux tests musicaux, mais la musique de façon générale ne leur procure aucune émotion. Ça peut arriver suite à une lésion ou alors de façon congénitale. Suite à une lésion, j'ai rencontré un patient qui présentait ça l'année dernière. Un neurologue nous a appelés pour qu'on vienne le tester. Et puis ce monsieur nous a raconté qu'il a eu un accident vasculaire à droite, dans les régions temporales, donc des zones impliquées dans le traitement de la musique. Et pas de séquelles de son accident vasculaire, apparemment. Donc il sort très vite de l'hôpital, il monte dans sa voiture, il allume la radio. Et là il se dit, tiens, quelqu'un m'a déréglé mon poste. Donc il touche tous les boutons, et puis il n'arrive pas à retrouver les bons paramètres, alors il laisse tomber, il éteint. Et puis en rentrant chez lui, il y a son émission qu'il regarde chaque année, c'est Les Enfoirés, à la télévision. Et il adorait ça, et il regarde, et puis il se dit, cette année c'est pas très bon. Il éteint. Et puis il se rend compte qu'en fait il va plus vers ses CD, et maintenant la musique ne lui procure plus que de l'indifférence. Et donc le neurologue nous a appelés pour le rencontre, et il nous dit, pour vous le dire un peu crûment, maintenant la musique, je m'en fous. Voilà, donc il y a des cas comme ça suite à un accident vasculaire. Et là, tout récemment, là, en 2014, une équipe de scientifiques a aussi isolé des cas d'anédonie musicale congénitale. Donc des gens qui sont très bons en musique, enfin, qui ont des performances normales en tests musicaux, mais qui ne ressentent pas de plaisir musical depuis leur enfance. Et ça représente une grosse population? Ils ont testé 1000 personnes et ils en ont trouvé 10. Donc ouais, le pourcentage, ça fait 1%. Il y a un lien entre le style de musique et l'anédonie musicale? Ah bah ça c'est une des questions, ils finissent leur article en disant une des questions à explorer maintenant, c'est savoir s'il existe des anédonies pour un style de musique. C'est-à-dire, si je déteste l'opéra, est-ce que c'est parce que mon cerveau ne procure pas de plaisir pour ce style-là? C'est plutôt drôle. Je ne sais pas si on va arriver loin avec ça. Donc ces personnes-là, anédonie musicale congénitale, avaient un plaisir normal. On leur faisait une tâche, par exemple, où ils devaient gagner de l'argent, et là ils fonctionnaient normalement. Donc ils avaient un rapport à la récompense, au plaisir de la récompense qui était normal, et au plaisir dans le reste de la vie normal. Mais juste la musique n'était pas une source de plaisir et de récompense pour eux. Alors revenons-en aux amusiques. Est-ce qu'ils perçoivent la parole normalement? Parce qu'il y a quand même une musique dans la parole, on l'appelle la prosodie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la parole est en fait basée sur de grandes variations mélodiques. Par exemple, dans l'exemple en haut, là, dans le cadre, vous avez l'intonation de la phrase en anglais « Elle a oublié son livre » en affirmation ou en interrogation. Et vous voyez qu'en interrogation, il y a une énorme montée en hauteur, ça peut aller jusqu'à 1 octave. Donc c'est très clair au niveau mélodique quand on pose une question. Il y a 1 octave de différence avec une affirmation sur la dernière syllabe. Donc pour se tromper, il faudrait ne pas entendre 1 octave. Et vous voyez que dans la première phrase de « Joyeux anniversaire », c'est en anglais mais c'est la même mélodie, il n'y a pas une variation aussi grande que la différence entre une affirmation et une question. Donc en fait, la parole est plus mélodique que la musique. Mais pour les amusiques, est-ce qu'ils reconnaissent les voix, puisque chacun d'entre nous a une tonalité dans sa voix parlée? Donc est-ce qu'ils arrivent à faire la différence quand quelqu'un les appelle au téléphone ou quand ils ne voient pas la personne qu'ils entendent, c'est un tel ou un tel? C'est une bonne question. Et en ce moment, chaque fois qu'on teste une personne à musique, on a un questionnaire et on a inséré cette question. Avez-vous des difficultés à reconnaître la voix dans notre questionnaire? Et donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Ils répondent plutôt qu'ils n'ont pas de difficultés. Mais en fait, il faudrait le tester avec un vrai test. Parce que peut-être qu'eux, ils ont l'impression de ne pas avoir de difficultés. Mais bon, après la voix, donc la fréquence de la voix,
finalement, elle n'est pas si importante par rapport à tous les autres indices qui peuvent nous permettre de reconnaître quelqu'un. Alors, enfin, c'est un des indices, mais il y en a quand même beaucoup d'autres. Donc, peut-être que l'indice de fréquence, il ne l'utilise pas bien, mais qu'il utilise toutes sortes d'autres indices. Et d'ailleurs, c'est pareil pour c'est ce que j'allais dire, en fait. Ils comprennent normalement la parole et ils reconnaissent normalement les voix grâce à d'autres indices de rythme et d'accent, même si dans la langue française, il n'y a pas énormément d'indices de rythme et d'accent, mais il y en a quand même qui aident à comprendre la parole. Et en plus, en français et dans les langues européennes en général, il n'y a pas d'homonyme à différencier juste avec la mélodie du mot, avec l'intonation. Donc on ne peut pas se tromper si on a prononcé cheval aigu ou grave, ça ne va pas changer le sens. Ce qui est le cas en vietnamien. Exactement. Donc il y a des chercheurs chinois et thaïs qui ont cherché des amusiques mandarins et ils ont trouvé qu'en fait ces personnes sont handicapées pour reconnaître ces mots qui ont des différences de ton. Donc ils peuvent confondre un mot si le mot ne se distingue que par le ton, la mélodie. Et en fait, récemment, il y a des chercheurs anglais qui ont quand même trouvé que si on commence à réduire, à faire une intonation plus subtile dans la parole, une personne normale continue à distinguer question et affirmation, et une personne à musique commence à être handicapée. Donc en fait, il y a un impact qui n'est pas... Au quotidien, la personne n'est pas gênée pour comprendre la parole. Si on creuse un petit peu en laboratoire, elle va devenir gênée. Qu'en est-il de la perception du rythme? Elle est bonne en fait pour la majorité des amusiques. Sauf que, donc, elle est bonne si on lui demande de faire une tâche qui n'inclut que du rythme. Et si on commence à faire varier les notes dans la tâche, ça peut perturber sa perception du rythme. Donc on peut dire qu'elle est bonne, mais elle est fragile, on va dire. Et il existe aussi, pour l'anecdote, des cas d'arythmie, donc des personnes qui sont uniquement très mauvaises en rythme. Et donc parfois elles sont aussi à musique et parfois seulement arythmiques. Alors, est-ce parce qu'on est à musique qu'on chante faux? Donc, on va se mettre dans la situation où on entend une note et on doit la chanter. On peut essayer, parce que j'ai vu tout à l'heure que vous étiez prêts à chanter. Je chante une note et vous la répétez après moi quand je désigne la salle. Oh. Ok, alors là vous confirmez les statistiques disant que plus de 90% de la population chante juste. C'est impressionnant. Donc vous avez entendu la note, votre cerveau a traité le son, première étape. Vous vous êtes formé une représentation acoustique et motrice. Vous avez stocké aussi la trace de ce que j'étais en train de chanter dans votre mémoire. Ensuite, vous avez dû préparer votre programme moteur vocal, l'exécuter avec vos muscles, voilà, et vous avez chanté très bien. Et vous avez donc fait vibrer vos cordes vocales exactement à la même fréquence de vibration que les miennes. Impressionnant. Donc ce qui s'est passé, l'information elle arrive par le lobe temporal dans l'air qui est en jaune. Hein, ouais. Elle est transmise un peu plus à l'arrière du cerveau dans l'air bleu, qui est une aire d'intégration audio-vocale, qui envoie les informations à l'avant du cerveau dans une aire prémotrice, l'aire violette, l'aire de Broca, ceux qui connaissent, sauf que ouais, bon, c'est à droite et à gauche, et l'aire de Broca est seulement à gauche. Et cette aire prémotrice envoie les informations à l'aire motrice, qui va envoyer la commande directement aux muscles. Et c'est pas seulement les muscles des cordes du larynx, mais c'est aussi tous les muscles respiratoires, la bouche, la langue, etc. Donc des dizaines et des dizaines de muscles. Donc qu'est-ce qui se passe dans la musique? C'est la première étape qui ne marche pas bien. Donc forcément, les étapes suivantes sont moins optimales, moins bonnes. Donc effectivement, la plupart des amusiques chantent faux. Mais il se peut qu'on chante faux pour d'autres raisons. Notamment, il se peut que ce soit l'exécution du programme, donc le contrôle moteur, qui ne soit pas
pas assez performant. Et en fait, la raison la plus fréquente serait un problème de lien entre la perception et l'action. Et là, peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent en disant « j'ai la mélodie très clairement dans la tête, mais au moment où je veux la chanter, ça ne sort pas comme je voudrais ». Et donc ça serait la majorité des cas, en fait, un problème de préparation du programme vocal et de passage de la représentation acoustique à la préparation du programme vocal. Donc, conclusion, la musique est bien une des causes des défauts de justesse, mais elle n'explique pas 100% des défauts de justesse. La partie neuroscientifique de cet exposé, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la musique? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc on a dit que la musine congénitale ne vient pas d'une lésion particulière, il ne s'est pas passé un événement qui a abîmé le cerveau à un moment, mais par contre, on peut chercher des petites anomalies qui pourraient être à la source de ce trouble. Et donc pour cela, on utilise plusieurs techniques de neuroimagerie. La première, c'est l'IRM, et on va chercher des anomalies, d'abord anatomiques, c'est-à-dire des différences de structure du cerveau entre le cerveau d'une personne amusique et non amusique. Donc c'est une espèce de photo en 3 dimensions du cerveau. Ensuite, on va chercher des anomalies fonctionnelles. Donc c'est plus une question de photo, c'est une question de fonctionnement du cerveau. Est-ce que le cerveau fonctionne différemment? Et pour ça, on utilise l'IRM fonctionnelle, c'est-à-dire une IRM où on fait une série de photos du cerveau en 3 dimensions et on demande pendant ce temps au sujet de faire quelque chose, par exemple écouter de la musique, détecter des fausses notes, et on regarde les variations de l'état du cerveau en fonction de la tâche et des performances du sujet dans cette tâche, et en fonction aussi des sons qu'on a envoyés. On a aussi 2 autres techniques à notre disposition. L'électroencéphalographie, c'est l'image du milieu. C'est des électrodes à la surface de la tête qui permettent de capter des variations de champs électriques qui sont dues à l'activité cognitive. Donc de nouveau, on va demander au sujet d'effectuer une tâche, pareil, comparer 2 mélodies, et on regarde l'activité électrique du cerveau pendant la phase d'encodage de la première mélodie, pendant la rétention, pendant la reconnaissance de la deuxième mélodie. Voilà. Ou bien on compare un son de voix et un son de violon. Voilà. Tout est possible. Et la dernière machine à droite, c'est une magnétoencéphalographie. Donc ça, c'est un peu la pointe de la technologie, même si chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Et la magnétoencéphalographie capte des variations du champ magnétique qui sont dues à l'activité cognitive du cerveau. Donc il y a des capteurs extrêmement sensibles qui peuvent capter ces variations qui sont infimes. Alors, au niveau des anomalies anatomiques, il y a quelques études qui ont trouvé qu'effectivement, dans le cerveau de la musique, il y a des anomalies dans la structure du cerveau. À 2 endroits, le cortex frontal inférieur, donc frontal, ça veut dire qu'il est derrière le front, c'est facile à comprendre. Là, l'avant du cerveau est à droite, et on est sur le côté droit. Donc le cortex frontal inférieur et le cortex temporal supérieur droit ont plus d'épaisseur corticale, donc le cortex est plus épais et moins de matière blanche. Donc voilà, des petites anomalies dans 2 zones qui ne sont pas 2 zones au hasard, mais qui sont 2 zones dont on sait qu'elles sont impliquées dans la musique effectivement. Le cortex temporal supérieur droit, le temporal comme il est derrière la tempe, donc il est proche de l'oreille, c'est là qu'est traité le son quand il arrive, depuis l'oreille, depuis le nerf auditif. Donc là il y a une anomalie anatomique. Et ensuite, cette aire du cortex frontal inférieur est une aire dont on sait qu'elle est impliquée dans le traitement des harmonies musicales et de la mémoire musicale. Alors, dans un protocole de recherche, on essaye de savoir si ces anomalies anatomiques, d'avoir une preuve que ces anomalies anatomiques sont directement liées au déficit qu'on voit dans le comportement, dans les tests musicaux.
Et donc là, on voit une très belle corrélation entre l'épaisseur corticale et les scores au MBEA, donc les scores à la batterie de tests musicaux. Plus les sujets avaient un bon score aux tests musicaux, plus leur cortex est fin. Donc là, c'est vraiment une preuve que cette anomalie anatomique est directement liée à leur trouble. Pour les 2 aires en question. Ensuite, on peut faire de la tractographie. Donc, c'est étudier l'épaisseur des faisceaux de fibres qui connectent plusieurs aires. Et là, à gauche, vous voyez le faisceau qui connecte les aires temporales aux aires frontales. Et vous voyez donc, le sujet contrôle à gauche et le sujet à musique à droite. Le faisceau frontotemporal gauche est normal. Il est aussi épais chez le sujet contrôle que chez le sujet à musique. Par contre, celui qui est encadré en rouge, là, c'est le faisceau frontotemporal qu'on appelle faisceau arqué du sujet à musique. Et il est très maigre. Il y a une réduction du volume, du nombre de fibres qui connectent la zone temporale et frontale. Enfin, dans une IRM, des chercheurs ont scanné des personnes à musique et des personnes contrôle en leur faisant écouter des sons, soit des sons stables, soit des sons qui varient en hauteur. Et ils se sont rendus compte que le fait d'écouter des sons qui varient en hauteur déactive le cortex frontal chez les amusiques. Le cortex frontal des amusiques. Donc on retrouve la même zone que celle que j'ai montrée où il y avait des anomalies anatomiques. Donc cette zone est à la fois l'objet d'anomalies anatomiques et d'anomalies fonctionnelles. Elle ne fonctionne pas correctement. Et puis dans notre équipe, là, ça a été publié l'année dernière, on s'intéresse à la mémoire à court terme musicale. Donc on a fait cette tâche que je vous ai déjà présentée, mais on va la refaire. Dans une magnétoencéphalographie, donc comparer une première mélodie à une deuxième mélodie. Vous me dites si vous pensez que ce sont 2 mélodies identiques ou différentes. Ça va, c'était pas trop dur. Alors ce qu'on obtient, c'est un signal comme ça, une réponse évoquée qui est générée par le cortex auditif. La première note cause un très grand potentiel évoqué. Et puis ensuite, il y a des réponses beaucoup plus petites pour les autres notes de la mélodie. Donc ça, c'est ce qu'on attend, c'est la théorie. Et puis ce qu'on observe quand on compare ces réponses évoquées chez les contrôles et chez les amusiques, c'est que la réponse à la première note est beaucoup plus forte chez les contrôles. Donc il y a une diminution de la réponse chez les amusiques. Ça veut dire qu'en entendant une seule note, il y a déjà une différence entre le cerveau de la musique et d'un contrôle. C'est les toutes premières étapes de traitement du son. Et ensuite, sur les notes qui suivent, là on voit que la deuxième et la troisième note, il y a un retard de traitement. Donc le cerveau de la personne à musique prend du retard sur le traitement des notes qui suivent. Donc ça signifie qu'il y a un traitement altéré des séquences musicales dès les toutes premières étapes dans le cortex auditif. Avant que le traitement arrive au cortex frontal, il y a déjà un problème de traitement. Donc pour résumer, il y a des anomalies anatomiques, frontales et temporales à droite. Il y a un problème de connectivité entre cette zone frontale et temporale à droite. Il y a des anomalies fonctionnelles avec une diminution d'activité dans le lobe frontal. Et il y a des anomalies dans l'encodage des séquences musicales dans le cortex auditif. Donc tout ça cible un problème dans un réseau frontotemporal droit dont on sait par ailleurs, on commence à savoir qu'il est impliqué dans la perception et la mémoire musicale. Mais tout ça, vous voyez, c'est le début des recherches, parce que là, je vous ai présenté 4 études, en gros, et ce sont les 4 seules qui existent. Donc tout ça, c'est vraiment le début. Je vous ai pas perdu ? Non. Là, de nouveau, là, c'est encore plus le début. Donc je vous présente seulement 2 études à ce sujet. Une étude en 2001 qui a étudié 280 paires de vrais et faux jumeaux.
Donc elle a le mérite d'avoir beaucoup de personnes qui ont participé. Et on leur a demandé de faire un test de détection des fausses notes dans des airs connus. Et donc c'est pas que des amusiques, hein, c'est des jumeaux tout venant. Et ils ont trouvé une forte corrélation dans les performances des jumeaux, surtout chez les vrais jumeaux. Et ils en déduisent que l'oreille musicale est à 71% héritable. Donc moi je ne connais pas les modèles génétiques qui leur permettent de tirer une telle statistique, mais c'est un article qui est paru dans une très bonne revue scientifique, donc je les crois sur parole. Donc une forte composante génétique, pas 100% bien sûr, mais une forte composante génétique serait à l'origine de l'oreille musicale. Et puis, concernant les amusiques, il y a une équipe de Montréal qui a testé les familles de 9 personnes amusiques et elle trouve qu'il y a 39% de diagnostics positifs d'amusie dans les familles d'amusique. Donc c'est beaucoup. Vous vous rappelez que la prévalence dans la population, c'est 2 à 4%. Donc ça, c'est en faveur d'une composante génétique au trouble. Et ça montre aussi que la musique ne résulte pas d'un manque de stimulation musicale, puisque au sein d'une même fratrie, il y avait des personnes qui étaient à musique et d'autres qui ne l'étaient pas. Là, c'est un exemple de schéma d'une famille. Les ronds noirs, c'est les personnes à musique. Donc ça ne veut pas dire que les gènes expliquent la musique directement, mais par contre, les gènes commandent le développement cérébral, et c'est le développement cérébral qui conditionne le développement des fonctions, enfin, l'expression des fonctions cognitives. Donc il se peut que les gènes aient conduit à des anomalies de migration, de prolifération ou de connectivité neuronale qui sont à l'origine de ce qu'on observe, nous, avec nos machines IRM, EEG, etc., et qui s'expriment sous la forme de la musique. Bien sûr, l'environnement est extrêmement important, et je pense que vous en êtes convaincus, dans le développement de l'oreille musicale en général, et pour aggraver ou améliorer les performances de la musique également. Alors, est-ce qu'il existe des traitements? Donc, comme déjà le trouble est connu depuis peu, qu'on connaît déjà mal comment il fonctionne, vous imaginez qu'on n'est pas encore vraiment à le traiter, mais je vous présente quand même quelques essais qui ont été publiés, quelques petits tâtonnements, tentatives de traitement. Le premier, c'était avec une amusie acquise, donc une personne qui avait eu un accident vasculaire, et il a été entraîné à faire une tâche de comparaison de mélodie en lui donnant des supports visuels et puis en retirant petit à petit des supports visuels. Et ça a pas mal marché, mais en même temps, l'étude, elle n'était pas très contrôlée au niveau scientifique, donc il faudrait vérifier de façon plus standardisée. Il y a une étude sur des enfants de 10 à 13 ans qui ont été diagnostiqués à musique avec ces nouvelles batteries qui permettent maintenant de dire qu'un enfant l'est. Et ensuite, après ce diagnostic, on les a exposés à la musique pendant 4 semaines de façon un peu intensive, et puis on les a retestés et avec aussi de l'EEG, donc des électrodes. Et oui, ça n'avait rien changé. Donc l'exposition à la musique au bout de 4 semaines n'a absolument rien changé à la performance ni aux réponses en électroencéphalographie. Il y a eu un essai d'atelier de chant pendant 7 semaines par une équipe anglaise qui a pris donc un groupe d'amusique et ils ont fait du chant et ça montre une amélioration. Donc là, leur score dans les tests musicaux, même en seulement 7 séances, a augmenté. C'était pas miraculeux, mais c'est encourageant. Seulement, ces ateliers étaient très globaux. Donc ils pouvaient pratiquer un instrument, chanter. Il y avait des exercices de perception et de production mélangés, donc on ne sait pas finalement quoi dans l'atelier les a vraiment aidés. Donc ça, c'est toujours un problème quand on a une approche globale. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. C'est déjà bien que ça marche. Dans notre équipe, on s'intéresse à un effet de facilitation audiovisuelle, donc utiliser un support visuel qui aiderait à discriminer des notes proches. Et voilà, donc ce qui avait bien marché jusque-là, c'était
revenir à la tâche où il y a 5 bips et où la personne doit dire si le 4e est différent ou pas. Je vous la remets. Ah, c'était difficile celui-là. Vous l'avez entendu ou pas? Et on a vu qu'en faisant clignoter un rond sur l'écran au rythme de chaque note, eh bien, les amusiques ont de meilleures performances. D'ailleurs, les contrôles aussi. En fait, donc il y a un effet d'intégration audiovisuelle, peut-être une stimulation de l'attention qui fait que le seuil est abaissé, donc on est meilleur. Sur les 5 différents Les ronds clignotent, ils apparaissent à l'écran. Donc là, j'ai mis les 5, mais en fait, ils apparaissent à tour de rôle. Et ils indiquent pas, il n'y a pas d'indice de hauteur là-dessus. Donc c'est juste un rond qui clignote, qui indique rien du tout. Ouais, il donne pas d'indice s'il y avait une différence ou pas. Donc c'est vraiment que de la stimulation très, très primaire, très basique. Donc ça a marché. Et maintenant, on essaye de mettre au point un support audiovisuel peut-être plus indicatif, donc avec un schéma avec des montées et des descentes, qui aiderait les personnes à musique à encoder la première mélodie, la retenir en mémoire et la comparer avec la deuxième qui va arriver. Mais pour l'instant, on tâtonne, on n'a pas encore réussi à trouver un support qui crée cette facilitation audiovisuelle. Pour l'instant, ça les gêne en fait. Quelque chose qui nous donne de l'espoir sur ces traitements, c'est cette observation qu'il y a un traitement implicite de la hauteur qui serait partiellement préservé. Là, c'est une étude, il y a plusieurs études qui montrent ça. Là, c'est une étude de 2009 qui montre que, donc ils ont posé un électroencéphalogramme sur le scalp de personnes à musique et elles font écouter des mélodies où il y a un quart de ton de différence entre la mélodie 1 et la mélodie 2 à un endroit. Donc comportementalement, la personne à musique est incapable de détecter cette note. Donc elle dit que les deux mélodies étaient identiques. Mais dans l'EEG, dans le signal recueilli en EEG, on trouve un début de détection. Donc il y a une différence dans les toutes premières étapes de traitement du son, une détection, et ensuite elle disparaît, cette détection, dans la suite du traitement du son, alors que pour des sujets contrôle, elle est prise en compte, quoi. La suite, le cerveau la traite, cette première petite détection. Donc, s'il y a un traitement implicite de la hauteur qui est partiellement préservé, on peut tabler dessus pour recréer peut-être des rééducations, des entraînements. C'est ce sur quoi certains chercheurs travaillent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous allez pouvoir me poser les questions que je n'ai pas adressées. Et puis, pour nous aider, vous pouvez passer notre test en ligne qui nous sert à recruter. Et surtout l'envoyer à vos voisines qui chantent faux, conjoints. Test en ligne. Si vous n'arrivez pas à recopier le lien, vous pouvez aussi prendre mon adresse internet. Et je suis aussi ouverte à recevoir vos témoignages si vous voulez vous-même me dire que vous êtes à musique ou si vous connaissez quelqu'un qui a envie de témoigner ou de participer aux études. Alors je suis à Lyon, c'est un peu loin, mais on ne sait jamais. Ça peut arriver qu'on invite quelqu'un dans notre laboratoire. Donc là, concrètement, ce qu'on fait avec ce test, c'est qu'on le diffuse à grande échelle sur Lyon et aux environs. Et on reçoit automatiquement les scores des gens qui participent et on recontacte ceux qui sont mauvais. C'est comme ça que ça marche et c'est pas évident d'arriver à trouver des personnes à musique suffisamment pour passer nos études. Donc si vous voulez faire diffuser ce test, ça va rend service. Voilà. Alors est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des retours? Même juste des commentaires, des compléments? Parce que je ne suis pas prof de musique. Oui. Oui, en ce qui concerne les aspects neurologiques, est-ce qu'on est sûr que ce sont des causes ou alors est-ce que ça pourrait être des conséquences et du coup, notamment de la plasticité cérébrale éventuellement, et que en fait, parce que la musique peut entraîner du coup des changements dans le cerveau à cause de la plasticité cérébrale? C'est une excellente question, c'est très important d'être conscient de ça. Là, franchement, dans les études que j'ai présentées, je crois qu'il n'y en a pas qui
qui permettent d'affirmer que ce sont vraiment des causes. Donc il y a quelques techniques qui permettent de dire que c'est une cause. C'est des techniques où on voit le sens, quel air influence quel air et dans quelle direction ça va. Mais de façon générale, de toute façon c'est un problème scientifique général en fait, de savoir si ce qu'on observe dans le cerveau, ce sont des causes ou des conséquences. Donc la question de la conséquence, c'est de se dire est-ce que le cerveau s'est réorganisé et du coup il présente cette anomalie parce que suite au trouble, il a dû fonctionner de cette façon-là. Donc ça c'est une très bonne question. Donc je pense que la réponse c'est on ne sait pas. Le fait d'avoir une mère sourde, est-ce que ça joue? Ça peut diminuer la stimulation dans l'enfance, quoi, si la mère n'a pas vocalisé. Ça c'est l'enfant né, mais c'est un appauvrissement pendant la gestation, est-ce que ça... Oui, pendant la grossesse et après aussi. Il y a eu une baisse de stimulation. Oui. Est-ce que vous avez constaté des troubles associés ou d'autres troubles de la perception chez les personnes à la musique? C'est une bonne question. Alors jusque-là, on disait que c'était très pur. Donc, c'est-à-dire c'est un trouble de discrimination de la hauteur et c'est tout. Maintenant, en ce moment, on est quand même en train d'essayer de regarder s'il y a beaucoup de dyslexiques dans cette population, par exemple. Donc ça, on ne le sait pas encore, mais c'est une question qu'on se pose. Il y a eu des tests systématiques de la musique qui ont été faits à des enfants dysphasiques. Ils étaient à musique pour un énorme pourcentage d'entre eux. Donc là, ça commence à poser des questions aussi. Et là, on est en train de faire une étude en magnétoencéphalographie et on s'aperçoit que finalement, pour traiter l'intensité des sons, ils n'ont pas l'air très bons non plus. Mais on est encore en train de traiter là, les résultats, c'est juste en ce moment. Donc finalement, c'est peut-être pas si pur que ça, ce trouble. Mais quand même, la définition de la musique, normalement, c'est trouble de discrimination de la fréquence, enfin, des hauteurs de notes. Normalement, c'est pas associé, mais à vérifier, quoi. Oui. Est-ce que vous avez pu constater que les gens qui souffraient d'amusie avaient des difficultés dans l'apprentissage langagier, notamment d'autres langues? Alors, je ne connais pas de publication là-dessus. Et c'est vrai que ça fait aussi partie de notre questionnaire qu'on fait passer à tous les musiques. À la fin, il y a écrit quel est... Mais bon, c'est assez réducteur aussi. Il y a écrit quel est votre niveau. On leur demande d'évaluer leur niveau dans langue seconde, de dire toutes les langues qu'ils parlent et quel est leur niveau. Donc on pourra faire des moyennes et des statistiques sur est-ce qu'ils sont systématiquement plus faibles que les autres. Mais bon, c'est assez difficile d'évaluer le niveau, la difficulté d'apprentissage d'une personne juste avec des chiffres comme ça. Donc non, je pense qu'on ne le sait pas. Voilà, pour ça votre question. Et est-ce que... Ouais, il pourrait avoir des problèmes pour capter la prosodie et imiter la prosodie. Ouais. Donc ça serait cohérent avec ce qu'on sait. Il y a des chances, quoi. Je reviens à ce sujet au vietnamien, qui est une langue très spéciale, qui a 5 tons, mais très définis, ce qui fait que les Vietnamiens ont presque naturellement l'oreille absolue. Et donc, je m'inquiète du travail. En principe, ils ne devraient pas pouvoir parler, les Américains. Alors, il peut y avoir une dissociation entre ce qu'on est capable de produire et ce qu'on est capable de percevoir. Donc ça, c'est assez récent aussi. Donc des fois, il y a des amusiques qui peuvent être capables de chanter un intervalle qu'ils n'ont pas su discriminer. Donc c'est possible que ça soit le cas pour un amusique taille, du coup. Il y a une autre voie dans le cerveau qui prendrait en charge un traitement dirigé vers l'action, et alors que le traitement dirigé vers l'explicitation, donc si on lui demande juste de juger, ça c'est pas possible, et si on lui demande de le chanter, c'est possible. Donc ça c'est tout récent. Bon, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse au lien entre la perception et l'action. Mais ouais, c'est des découvertes passionnantes qui se sont faites ces dernières années, là, une dissociation entre juger et reproduire. Et en fait, la musique ne serait pas capable de se définir même comme telle, c'est-à-dire que quand nous on chante faux, en général, on est capable d'entendre. On dit tiens là, j'ai cette musique. Donc la musique serait
potentiellement incapables de se savoir à nouveau. Et si Ouais. il n'y avait pas les autres pour la société pour le dire, il est incapable, donc il est incapable également d'avoir un retour sur sa propre voix, sur sa propre évolution. Ouais. Donc, parmi ceux qu'on recrute, donc en fait, il y a des gens qui passent ce test en ligne, on les recrute, il y en a qui ne savent pas toujours pourquoi on les a invités au labo, et on leur demande s'ils ont une bonne oreille musicale, ils disent oui. Donc il y a des gens qui, effectivement, jusqu'au bout, ils pensent ne pas être là parce qu'ils ont un problème. Donc ça arrive. Et après, il y a tous ceux qui disent je suis nul en rythme, ou je suis nul en... je chante faux. Mais à mon avis, c'est toujours un retour social qui leur fait dire ça. Justement, les musiques, est-ce qu'il y a une souffrance à ne pas avoir cette capacité à entendre? Ça dépend des cas. Il y en a qui disent qu'ils s'en fichent totalement, et il y en a qui disent s'il y avait une rééducation, j'aimerais bien la faire. C'était pénible pour moi en cours. J'ai essayé d'apprendre le violon, c'était très dur. C'était pénible pour moi en chorale. J'étais exclue, on me mettait toujours au fond dans la classe quand on chantait. On a eu le témoignage d'une personne qui disait au travail, on a 2 sonneries de téléphone, une pour les appels externes et une pour les appels internes. Et je ne fais pas la différence. Donc il y a quand même pas mal qui disent qu'ils s'en fichent, et d'autres que ça handicape ou pour qui c'est un peu une honte de ne pas pouvoir participer à l'émotion générale, à la musique. Je voulais intervenir aussi comme orthophoniste par rapport à ce que vous venez de dire, mais j'ai une question encore après. Donc c'est vrai que chez les enfants gros dysphasiques, moi j'en suis beaucoup des tout petits, alors ça fait partie aussi de nos pratiques orthophoniques d'utiliser beaucoup les comptines qui contiennent évidemment de la mélodie, des gestes, un renforcement des rimes, donc beaucoup d'ingrédients qui vont aider l'enfant à progresser. Et c'est vrai que les gros dysphasiques, souvent, la mélodie, on les sent en difficulté. Mais comme il y a d'énormes problèmes praxiques, c'est compliqué. Et puis, on est dans la clinique, certes, mais on n'a pas vos outils. Mais c'est vrai qu'en tout cas, souvent, la comptine ou la chanson reste un objet merveilleux pour permettre à l'enfant de progresser. Mais en même temps, on ne fait pas tout progresser de front. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que dans la comptine, c'est peut-être les onomatopées, les bruitages qui vont d'abord aider à produire des sons. Et puis nous, ce qu'on cherche d'abord, c'est pas la justesse, c'est juste le fait que finalement, la mélodie, le fait d'être en musique, ça va permettre de ralentir la parole, le débit. Ça met des spots aussi avec le rythme et des accentuations sur la parole. Mais c'est vrai que dans la pratique, en tout cas, la mélodie est souvent touchée. Ce que je voulais dire, c'est que bon, j'ai eu le plaisir il y a quelques années de diriger un chœur d'enfants dans l'école de mes enfants. Et donc j'ai pris les enfants pendant 6 années. Donc j'avais accueilli tous ceux qui voulaient. Donc j'avais des enfants de 4 ans jusqu'à ceux de CM2. Et je me rappelle d'une petite fille donc, que j'ai commencé à prendre dans la chorale. Je n'ai pas voulu l'exclure. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une amusie? À l'époque, je me suis rendu compte seulement par rapport à toute l'expérience que j'avais de me dire, oh là là, vraiment... Elle chantait pratiquement de façon rectotonale et en plus en grave, donc vraiment cette voix de bourdon à 4 ans. Et puis, elle a chanté, elle aimait beaucoup, donc on n'était pas dans un cas de anédonisme, c'est ça, je ne sais plus comment on l'appelle. Oui, Voilà, anédonie. Et puis, finalement, on a persévéré, donc c'est dommage que ces études soient sur des périodes si courtes. Et puis je pense que justement, peut-être que le premier outil qui a peut-être le plus d'impact sur le cerveau, est-ce que c'est pas le chant, mais en tout cas elle, au CM2, elle est restée dans la chorale. Alors c'est vrai qu'on participait à l'époque au concours de chant choral de Nicolet, et du coup je disais pour le concours quand même tu chantes pas trop fort, elle savait, elle avait vraiment conscience, hein. Mais en tout cas à la chorale elle chantait à pleine voix, puis elle avait d'autres qualités, justement le rythme, si on faisait des petites chorégraphies, enfin elle était bien à l'aise, elle connaissait très bien ses chansons. Et finalement, en CM2, c'est pas elle qui chantait le mieux du groupe, en tout cas, elle chantait juste. Voilà. Donc, est-ce vraiment un cas d'amusie? J'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez, c'était sur 6 années, avec une séance de chant par semaine, donc quelque chose de très plus tous les jours, puisque les instituteurs faisaient chanter tous les jours à l'école. Donc, moi, je trouve que ça serait intéressant d'aller plus loin dans la stimulation et de penser avant tout à la voix chantée, parce que je pense que la voix, c'est ce qui a en tout cas l'impact le plus fort
Il me semble que souvent Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Ouais. Et pour le cas de cet enfant, les étapes de mise en place de la justesse ont été décrites, surtout dans les années 80. Il y a eu beaucoup d'études dans des classes maternelles, donc, avec un but pédagogique, et qui montrent que jusqu'à l'âge de, on va dire, 5-6 ans, progressivement, il y a des étapes. La dernière étape, c'est de bien tenir la tonalité, donc de pas décrocher une phrase musicale pour la remettre dans sa zone de confort. Et puis avant ça, au début, les contours sont justes, mais les intervalles sont pas tout à fait justes, puis les intervalles se précisent. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Et il y a une variabilité dans les âges où on passe cette étape, comme dans tout apprentissage. Et il y a toujours des enfants qui sont en retard pour passer des étapes. Et il y a un chercheur qui disait qu'il peut y avoir une stigmatisation d'un enfant qui est juste en retard et qui du coup va cristalliser son problème. Donc il va arrêter de chanter alors que simplement il était un petit peu en retard pour ce passage d'étape de justesse. Et donc là, cette petite fille était seulement juste... Enfin, il y a une variabilité normale dans les apprentissages. Mais chez elle, disons que la voix juste, elle est venue tard. Hein. Ouais, c'est vrai que CM2... Elle est venue très tard. Hein. Je veux dire, peut-être en CM1, on a commencé un petit peu à... C'est plutôt de l'ordre de la rééducation. Voilà, donc ça a été... Voilà. Je vois pas, hein, à part quand je chante. Non, j'ai pas l'impression. Alors je voulais juste rebondir sur l'aspect émotionnel et puis l'aspect également les choses qu'on peut mettre en place si on a des enfants à musique, parce que ça représente 1 ou 2% de la population, mais l'éducation musicale en France, c'est de la petite section de maternelle, je crois jusqu'à fin de collège, et je mesure que des enfants qui seraient incapables d'entendre, de distinguer des phrases, sont incapables également, parce qu'on parle également de l'émotion, et quel protocole ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ces enfants-là, parce que ne pas ressentir d'émotion à l'écoute de n'importe quel style de musique, moi ça me semble assez perturbant, assez troublant. Et les enfants, en fait, alors bon, on dit il n'aime pas la musique, ou alors c'est pareil, il fait de l'école, il ne veut pas écouter, mais des enfants qui sont, par exemple, incapables de passer du parler au chanter, et pendant 5, 6, 7, 8 ans, et qui sont incapables de reconnaître si je parle ou si je chante, et je leur demande est-ce que c'est du parler, du chanter, il m'est arrivé d'avoir des enfants qui sont incapables de faire la différence. Et qui bourdonnent. C'est-à-dire, quand je dis bourdonner, c'est vraiment et des enfants qui sont incapables de passer de ce stade du parler au chanter. Vous êtes intervenante en musique? Voilà. D'accord. Et non, c'est pour... Et moi, qu'on puisse chanter faux, ou qu'on puisse ne pas reconnaître des mélodies, mais qu'on passe à côté de l'émotion ou de la sensation, parce qu'à la musique, il y a le geste, il y a le mouvement corporel, il y a la danse, il y a toute une dimension qui n'existe pas pour ces personnes-là. Vous aviez le... Oui, je reviens sur le retard de traitement qu'on a vu dans un diagramme donc le retard de traitement chez la musique. Et je me demandais s'il y avait un problème de ralentissement de l'influx nerveux, si on pouvait observer des choses comme celle-là, ou s'il y avait ce que j'essaie d'expérimenter depuis des années, une intolérance au rythme métronomique. Et donc je me demandais si on pouvait avoir de la musique qui donne une intensité différentielle dans le temps, aux notes, en fonction de leur intensité intrinsèque, hein, et puis dans la mélodie. Et donc, si on pouvait essayer de faire de la musique avec des synthétiseurs, de la musique planante, vous savez, avec des enveloppes très larges, hein, une attaque très progressive, et puis un grand développement, et puis une extinction longue. Et donc, si ça modifiait, la musique donc, est forcément beaucoup plus lente, et les différences de traitement on a largement le temps de les faire, quoi, hein.
Et donc, moi, j'essaye de trouver, par exemple, sur la musique baroque, une façon de faire quelque chose qui ne soit pas métronomique. Ce qu'on s'obstine à faire partout. On est dans un diktat du métronome, quand même, hein, partout. Hein. Et la musique électronique intensifie ça, parce que tous les appareils pour enregistrer la musique se font à partir d'une base métronomique. Hein. Donc, il y a certainement eu une époque où on respectait beaucoup moins le métronome. Il a été inventé au XVIe siècle, hein, au XVIIe, je crois. Ça s'appelait un chronomètre à l'époque, c'était un pendule. Et je crois que c'était uniquement visuel d'ailleurs, c'était même pas auditif. Hein. Et donc, il y a eu une époque où on était beaucoup moins dicté par la vitesse et par le métronome. Ouais, c'est une bonne remarque. Pour le retard, il n'est pas à la première note, donc bon, c'est intéressant. Donc ça veut dire que ce ne serait pas le nerf auditif qui entraînerait ce retard. Et ça apparaît plus tard, quoi. Donc c'est déjà à l'intérieur du cortex qu'il y a un retard qui se prend au fur et à mesure. Bon, on n'a qu'une observation, enfin, il n'y a qu'une étude qui montre ça, il faut creuser cette observation. Et pour votre proposition de ralentir la musique et la rendre non métronomique, ouais, il y a des études qui se font sur est-ce que ça les aide d'espacer les notes, soit de mettre un silence entre, soit de les rallonger. Et oui, ça les aide. Donc c'est une bonne remarque. Seulement, si on les allonge trop, au bout d'un moment, ça pose un problème de mémoire musicale, de retenir toute la phrase. Donc il y a un allongement spécifique qui les aide bien. Il faut que les notes soient ni trop serrées, ni pas assez, quoi. Ah oui, mais moi j'observe qu'en faisant de la musique de ce genre-là, j'ai un problème de mémoire. C'est-à-dire que je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Ah ouais. Par contre, ce que j'ai fait a un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a des catégories qu'il faudrait peut-être modifier. C'est un autre principe, parce que la musique fonctionne beaucoup sur la mémoire. Vous savez que les écoles ont formaté complètement notre musique musicale. C'est sûr. Complètement. C'est sûr.